Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Toulon-Var, au cœur de la rade de Toulon, qui vit au rythme d'un événement. Toulon-Provence Regatta, 3e édition, une soixantaine de bateaux, 180 bénévoles, des animations et bien sûr des courses. Vous avez juste derrière moi des bateaux qui ont tous tenté de remporter la Coupe de l'América. On va voir ça tout de suite avec notre invité, Hervé. Bonjour. Bonjour. Bon, ça c'est un des plus anciens. C'est un des plus anciens bateaux que nous avons aujourd'hui sur le plan d'eau. C'est Flicka, c'est un bateau qui est de 1939 et qui appartient à un propriétaire. Pratiquement tous les bateaux ici appartiennent à des propriétaires qui ont voulu faire en sorte qu'il y ait une mémoire pour cette Coupe de l'América qui a été créée il y a plus de 130 ans par les Anglais et perdue la première année, récupérée par les Américains. Et le trophée a été gardé pendant des centaines d'années, une centaine d'années, 130 ans exactement, et gagné enfin. À l'origine de cette course, et ensuite dans le développement technique de ces bateaux, on a récupéré ici, grâce à ces propriétaires, ces types d'unités qui sont magnifiques. Celle-ci, 1939, Flicka, voilà. Et ensuite, on partira et je vais vous emmener au fur et à mesure pour voir tout ce qui est l'évolution de ces bateaux. Bon, on a compris, Hervé, avec vous, on va remonter le temps. Tant que nous sommes encore devant Flicka, est-ce que vous pouvez nous présenter des spécificités de ce bateau ? Alors, spécificité de ce bateau. bateau. Montrez-nous. Pardon ? Montrez-nous. Montrez-nous. Je vous montre simplement que déjà, il est en bois, il a son pont en teck, il a ce qu'on appelle des winches, c'est les systèmes qui permettent de manœuvrer les coutes, les bras et les bastacs qui permettent d'empêcher ou de garder le mât à la verticale. Et ce système, c'est tout en cuivre ou en bronze, alors qu'ensuite, il y a eu des développements différents. Celui-ci était habitable à l'intérieur, ils peuvent habiter. Et dès qu'on a commencé à faire de la vraie compétition, on n'habitait plus les bateaux, on rentrait à l'intérieur de tunnels. C'est-à-dire des tunnels ? Eh bien, le bateau est vide à l'intérieur, il n'y a que les voiles. Est-ce que c'est le cas du bateau suivant, par exemple ? Le bateau suivant, 1968-69, France, créé par le baron Bic, Marcel Bic, et ensuite repris par son fils, refait complètement par son fils Bruno, et qui a permis d'avoir cette unité qui était exceptionnelle parce qu'elle a été 3 fois à essayer de gagner la Coupe de l'América. Elle n'a jamais réussi, cette unité-là, mais par contre, elle est toujours vivante. Elle appartient à l'AFCA, qui est une association. Et cette association essaie de faire revivre ce bateau. Vous pouvez toujours, à tout moment, vous y inscrire afin de pouvoir naviguer sur ce bateau si vous le désirez. Ça, c'est important parce que ces bateaux peuvent continuer d'exister si les associations s'en occupent. Et le France, c'est un des bateaux vraiment mythiques. Ah, c'est le bateau mythique. Vous êtes capable aujourd'hui de demander à n'importe qui s'intéresse à la voile quel est le bateau qui a été détenu par le baron Bic et qui a fait la Coupe d'Amérique. Tout le monde va vous répondre France. Si vous demandez qui a gagné telle régate en quelle année, personne ne sera capable de vous dire quel était le bateau. Alors que France, il est retenu, il est mythique, il appartient à notre nation. France, ça parle à tout le monde. Là, où est-ce qu'on pourrait situer ce tunnel dont vous nous parliez à l'instant ? Alors le tunnel, c'est à l'intérieur. Si vous voyez le trou carré par lequel on peut rentrer, si vous rentrez à l'intérieur, c'est un bateau qui est en bois. C'est encore une génération légèrement au-dessus, mais toujours en bois. Si vous rentrez à l'intérieur, vous avez un énorme espace vide qui permet de mettre les voiles, de les sortir de part et d'autre par l'avant que vous avez. Et vous les sortez, vous les rentrez au fur et à mesure. Mais il n'y a rien, il n'y a même pas de toilette, il n'y a pas d'eau. C'est rudimentaire. Rudimentaire, que pour la compétition. Ensuite, on bascule, avance encore un petit peu. On bascule sur déjà beaucoup plus de technologie avec un système, par exemple sur France, c'était mécanique. Là, on passe sur des systèmes hydrauliques, c'est-à-dire que toute l'assistance pour pouvoir tendre les écoutes, les bras. Et comme il se passe quelque chose, j'en profite pour vous couper. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur ce bateau justement ? Ils préparent leur bateau, ils sortent leurs couleurs, ils les positionnent à l'arrière. Ensuite, ils vont enlever tout ce qui est sur protéger le bateau. Ils vont sortir leur voile, choisir leur voile en fonction du briefing que vous verrez tout à l'heure. Et voilà, chacun a son poste, chacun a sa tâche, chacun sait exactement ce qu'il doit faire, au même titre qu'une course de voiture. Ici, c'est sur l'eau. Bon, là, justement, on est un peu plus loin dans le temps. Quelles sont les évolutions technologiques notables ? Alors, la plus grande évolution technologique, elle est sous l'eau. Elle est sous la voir. Mais non, on ne peut pas la voir parce que sous l'eau, vous avez une quille. Et cette quille, c'est un voile, c'est-à-dire c'est une planche verticale qui descend, à laquelle au bout, il y a une espèce d'obus. Et cet obus, il a 2 ailettes. Ça a été la grande époque des 12 Meiji, quand ils ont commencé à avoir cette technologie.
Et donc voilà, donc ce bateau a 2 ailettes sous sa quille, au même titre que Kookaburra, bien sûr, qu'on peut voir un petit peu plus loin, qui est le bateau champion du monde. On a oublié de préciser, vous l'avez rappelé, ce sont tous des 12 MJ. Quelle est la caractéristique commune de ce type de bateau? Alors 12, c'est absolument pas la taille. 12, c'est un chiffre qui est obtenu à partir du moment où vous avez une équation entre une hauteur de mât, une taille de voile, une taille de coque, une longueur de coque, une forme de coque, un poids. Voilà, toute cette équation fait qu'on arrive sur le chiffre 12. C'est tout. C'est pour ça qu'on a les 12 Meiji. Et il existe des différentes classes qui s'appellent les 6 Meiji, les 10 Meiji, les 8 Meiji et enfin le 12 Meiji, celui qui fait les Coupes de l'Amérique. Ça relève finalement d'un savant calcul. D'un très savant calcul où chacun essaie de tirer parti pour lui en modifiant quelque chose. Une voile légèrement plus petite, un bulbe un peu plus haut, une forme de coque un peu plus large. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous montrer, Hervé, sur ce bateau? Sur ce bateau spécifiquement, non, si ce n'est que vous avez des instruments électroniques et qui sont de plus en plus performants. On avance en technologie. On avance en technologie et voilà. Il faut savoir que ces bateaux gagnent en général parce que vous avez un tacticien, en plus bien sûr de la forme, mais vous avez un tacticien qui est à bord et c'est lui qui décide pendant les régates de où est-ce qu'il doit aller, ce qu'il doit faire, comment il faut agir et il donne ses ordres au barreur. Il est là le technicien ou pas encore? Malheureusement, il est au briefing et c'est très important pour lui qu'il soit au briefing que l'on verra tout à l'heure parce que vous avez au briefing, vous avez le tacticien et le barreur qui sont main dans la main, c'est eux qui font gérer l'avancée du bateau. Pour aussi guider les équipes, c'est très important, on va y revenir. Là, on a d'autres navires à notre droite. Ah, ça, c'est... Là, on avance vraiment dans le temps, on Là, est plus ça y est. performant. Là, on est dans la performance pure, on est sur la dernière génération de bateaux qui ont essayé de gagner la Coupe de l'Amérique, toujours pareil. Et donc là, on est avec des Italiens. Kookaburra 2, un bateau qui a été racheté par des Italiens, par monsieur propriétaire de Prada. Et donc il en a 2. Il a Kookaburra 2 et Kookaburra 3. Et donc c'est un petit peu, c'est joué. Voilà. Rapidement, le dernier bateau? Dernier bateau, SAS Australia, appartenant à Christophe Babule, ainsi que French Kiss, qui est un bateau qui a aussi essayé de gagner la Coupe de l'Amérique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ça va démarrer, briefing en cours, on vous l'a dit. On va justement retrouver une des équipes. On y va tout de suite. Les équipes sont donc au briefing. On va retrouver ceux qui travaillent plutôt du côté de l'intelligence artificielle. Marine, bonjour. Bonjour. Présentez-vous, comment est-ce que vous en êtes venu à travailler sur ce projet? Alors on s'est inscrit sur un concours et on a été sélectionné par l'organisation parmi les écoles pour les représenter et faire nos 3 drones essaims. École d'ingénieurs de l'air, de l'espace, de la mobilité. Voilà, c'est ça, l'IPSA. Et est-ce que quand on rentre à l'IPSA, on se dit tiens, un jour je vais participer à une course de cette ampleur? Pas du tout, parce qu'elle est spécialisée dans les avions et les fusées, enfin l'aéronautique. Donc au premier abord, c'est pas du tout la voie que vous choisissez. qu'on choisit. Mais on est tous spécialisés en système embarqué, donc c'est potentiellement une voie qui s'y profite. Donc ça correspond. Voilà, Depuis ça. combien de temps vous travaillez là-dessus? Depuis combien de temps vous êtes ici? Alors on a été sélectionnés il y a 3-4 semaines. On a reçu tout pour commencer à s'entraîner il y a 3 semaines. Et ensuite on est là depuis mardi. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un petit peu votre poste de travail. Voilà, c'est ça. Donc on a les différents ordinateurs qui communiquent avec les cartes. Là, on a tout le système électronique qui est dirigé depuis le clavier de Julien, là-bas. Donc pour faire bouger le safran, ici. Et là, c'est le winch. C'est quoi la partie la plus importante pour vous? Sur quoi il faut vraiment être très attentif? Globalement, toute la télécommunication pour tout ce qui va être envoyé. Et ensuite, oui, plus les connexions entre les différents codes. Et ensuite, on a essayé de faire un routing pour anticiper les différentes actions et une stratégie. Bon, pour l'instant, à ce stade, est-ce que c'est une expérience que vous aimeriez potentiellement renouveler? Ça dépend peut-être du résultat de la course. Alors oui, bien que ce matin on ait eu un problème, on a une Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. On a eu une des cartes qui a cramé, donc on a perdu toutes les données. Mais C'est rattrapable ça?
on est à la dernière sauvegarde d'il y a 5 heures, donc on essaye de faire au mieux. C'est aussi ça la magie. Voilà, c'est ça. La magie de Mon Julien. On a justement Julien. Je vais vous demander, expliquez-nous un petit peu. Donc là, vous avez eu le petit incident ce matin. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait pour y remédier? Non. Ah oui. Je vous aurais tendu le micro, je vous aurais pas laissé sans micro. Donc là, en fait, vers 8h30, on a essayé de faire un essai en mer. Et donc, en fait, pendant qu'on était en train de se préparer pour l'essai en mer, un composant électronique a brûlé. Donc. Et Ça, là, c'était une des possibilités que vous aviez envisagées? non, on ne l'avait pas envisagé. Pas du tout. En fait, la carte fonctionnait depuis toute la soirée, toute la nuit. En fait, on a bossé pendant toute la nuit. Et juste avant de partir, donc un composant a brûlé. Et donc là, depuis 2 heures maintenant, avec Quentin, on est en train de tout refaire à la va-vite, récupérer les bouts de code par-ci par-là pour essayer de recomposer un système fonctionnel pour la course. C'est en bonne voie? C'est en bonne voie pour l'instant. Bon, vous avez pu voir les cerveaux qui bougent à l'instant. En définitive, l'idée c'est qu'ils soient contrôlés de manière autonome. Là, je l'ai contrôlé au PC. Mais l'idée c'est qu'il y a un système derrière qui prend les décisions et qui les pilote. Voilà, pour que le navire soit autonome. C'est quelque chose qui se démocratise, l'intelligence artificielle, mais vraiment pour ce type de système, on se dit que si on n'a pas fait une école d'ingénieur, ça peut être compliqué de parer à toutes les éventualités. Ah bah oui, surtout un système embarqué, où il y a beaucoup d'interconnexions entre plein de systèmes. Forcément, une formation d'ingénieur, oui, apporte beaucoup dans ce domaine-là. Est-ce que j'imagine que si vous appuyez sur des boutons spécifiques, ça peut mettre en marche votre système? Oui, tout à fait. Donc là, en fait, on a un environnement de développement, en fait. Et avec des commandes, on peut interagir avec le système embarqué. Et donc, oui. C'est un système embarqué. Voilà, donc qu'on peut d'abord piloter pour tester avec des ordinateurs et ensuite le déployer de manière autonome donc sur les navires, lancer le programme et qu'ensuite il se débrouille tout seul pour la navigation. Et jusqu'à la navigation, est-ce que ça correspond à vos attentes, tout ce que vous avez dû faire? Il y a eu des difficultés, à part ce crash dont on vient de parler. Quels sont les autres problèmes que vous avez pu rencontrer? Beaucoup de bugs en développement, c'est fréquent. Sinon, je dirais... Pour l'installation, pour tout connecter? L'installation, est-ce que vous avez suivi un plan précis ou vous avez dû imaginer un système? Alors, on avait des composants prédéterminés avec lesquels on devait jouer. Et on a eu des problèmes parce que certains composants n'étaient pas forcément adaptés et on aurait pu faire plus facilement et arriver à quelque chose d'abouti plus rapidement en prenant des composants différents qu'on aurait pu choisir. Donc ça a été une difficulté qu'on a eue, notamment sur les 2 derniers jours où on s'est rendu compte que la solution qui était proposée en fait, par l'organisation était difficile à appliquer. Est-ce que, on posait la question à Marine tout à l'heure, en rentrant dans cette école d'ingénieur, on pense un jour participer à une course d'une telle ampleur? Non du tout. C'est vrai que c'est mon premier événement un peu style hackathon parce que là on est parti depuis mardi. En fait on s'est jamais arrêté. Surtout cette nuit en fait on n'a pas dormi. On a cru comprendre que certains avaient dormi qu'une ou 2 heures. En fait, Même moins. Moi j'ai fait une essai de 10 minutes. Voilà. Là depuis ça fait 25 heures que je suis levé en fait. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que là, vous transformez complètement à la fois cet événement et à la fois aussi le monde de la voile? Ouais, c'est vrai que les voiliers autonomes, c'est pas quelque chose qui est fréquent, pas quelque chose de beaucoup développé. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir des événements voilà, pour développer ce genre de sujets un peu connus et peu développés, qui ont d'ailleurs beaucoup d'applications dans le militaire, la défense, voilà. Vos proches, quand vous leur avez dit je vais participer à une course qui utilise l'intelligence artificielle dans la voile, est-ce qu'ils sont un peu surpris que ces 2 milieux s'entrechoquent? Vous voulez dire de milieu de... Quand on vous en parlait, est-ce qu'on vous dit tiens, de l'intelligence artificielle dans la voile aussi, ou est-ce qu'on est surpris ou pas? Oui, si on est surpris forcément, parce qu'on se dit que des voiliers autonomes, ça n'a pas forcément d'utilité, d'intérêt. Mais pour donner un exemple... La marine américaine emploie des drones autonomes pour naviguer dans le Pacifique, dans l'Atlantique, pardon, pour faire de la surveillance maritime. Et donc, ce sont des enjeux de surveillance. On sait en de effet que sécurité. d'un point de vue militaire, les drones sont très utilisés, mais voilà, dans des courses un petit peu comme ça, en visibles par régate. le grand public, c'est assez peu commun finalement. Oui, en régate, oui, c'est assez peu commun. D'ailleurs, c'est une première mondiale aujourd'hui. Une première mondiale à laquelle donc, vous participez. Bien sûr. Est-ce que vous en êtes un petit peu fier? Oui, forcément, bien sûr.
Surtout que c'est aussi une... oui, je sais pas quoi. Vous en êtes fiers, c'est déjà, Voilà, c'est très c'est bien. le principal. Voilà, On c'est ça. sent que vous avez dormi peu de temps aussi. On Oui, peut je suis vous fatigué. laisser tranquille. Merci. Ouais. Bon courage pour la suite et peut-être que vous, plus tard, vous continuerez à vous intéresser à ce type de course. Merci beaucoup. Nous, on va continuer notre chemin et on va essayer d'en savoir un petit peu plus justement sur cette utilisation de l'intelligence artificielle, mais on va aussi présenter Toulon Provence Regatta dans son ensemble. On vient donc de quitter ces équipes pour faire un point un peu plus global sur cet événement avec Xavier Co. Bonjour. Bonjour Laura. Vous êtes l'un des organisateurs de l'événement, le créateur il me semble. Ça a démarré pour le passage de la flamme olympique. Pourquoi il y a un tel engouement? Pourquoi ça continue maintenant? Effectivement, donc on l'a créé lors du passage de la flamme olympique à Toulon. Donc c'était en 2024. Donc on a accueilli des 12 Medji. Donc ce sont des bateaux donc, qui ont fait à leur époque les Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'on les avait invités. Et qui ont également fait l'America's Cup. Et il y a eu un engouement du public. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à faire visiter les bateaux. Et donc ça, c'était une première étape. Et autour de ça, on a ajouté énormément d'événements. Bon, ça a commencé jeudi. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance depuis? Écoutez, donc jeudi, on a accueilli une quarantaine de bateaux qui régatent de jeudi jusqu'à dimanche. On a effectivement ces fameux 12 Medji, mais on a également d'autres bateaux classiques et on a beaucoup de métriques, ce sont des 2.4, des bateaux inclusifs où on accueille des handisports. Donc ça, c'est la partie, on va dire, sur la mer, donc on peut voir ici au large. On a également mis en place un parcours de la mer sur le port de Toulon. Donc ce sont des panneaux explicatifs, l'un pour les adultes, l'autre pour les enfants, qui sont tout le long du port. Et on a également des vedettes qui sont visitables tous les jours. On a par exemple l'Acacia, qui est une vedette de soutien plongée, qui est venue pour les 400 ans de la Marine nationale, puisque la régate est labellisée 400 ans de la Marine nationale. On a également une vingtaine de pointus qui sont là, donc sur le village de la Toulon Provence Regatta qu'on a installé pour la première année sur le quai des pêcheurs. Donc là, on a différents stands de restauration, des stands de divers et variés d'entreprises qui nous soutiennent. On met en place la visite de voiliers 17h30, 18h30 le soir. Donc ça permet aussi de rendre l'événement un peu plus familial, pas seulement pour les férus de voile. C'est exactement. L'objectif, c'est de s'ouvrir sur le monde, puisqu'il n'y a pas de régate qui ont réussi à s'installer sur Toulon. Donc on essaye de l'installer sur Toulon, et ça à travers énormément d'activités et à amener les Toulonnais et la périphérie sur l'eau. Donc on fait par exemple des baptêmes nautiques. Donc samedi 9 mai, on fait des baptêmes nautiques, à peu près 500 baptêmes nautiques. Donc les gens peuvent s'initier au kayak, au paddle, à la pirogue polynésienne. Donc les gens s'inscrivent pareil au préalable sur le site toulonprovenceregatta.fr et ils peuvent bénéficier de 30 minutes gratuites avec un moniteur. Donc vous avez cité différents types de bateaux, vous êtes revenu sur l'Acacia, ce qui sert notamment aux plongeurs des mineurs dans la marine. Vous l'avez dit, les 400 ans de la marine, qu'est-ce que ça change pour vous justement? Quelle tournure va prendre votre événement? Nous, là, cette année, c'est très spécifique, parce que ce sont les 400 ans de la Marine nationale. Donc, il y a une exposition qui est en mairie d'honneur de Toulon, réalisée par la Marine nationale. Donc, on envoie tout le monde sur cette édition. Donc là, ça devient un partenariat entre le Musée national de la Marine, avec la Marine, avec tous ceux qui nous entourent. L'objectif, c'est de faire de mettre tout le monde effectivement tourné vers la mer. Donc, aussi bien les entreprises que le grand public. Donc de montrer ce qu'on est capable de faire sur l'eau. On parle aussi des pointus, ça veut dire qu'on met en avant le patrimoine provençal, toulonnais. Exactement, donc le patrimoine au global, puisque on accueille des pointus, on accueille la Fondation de France aussi, mais il faut savoir que notamment sur les 12 Medji, vous voyez le bateau France, donc France qui est basé à Hyères, lui est classé monument historique. Donc oui, on a du patrimoine, on a des bateaux qui sont très 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 anciens et surtout qu'on peut visiter, ce qui est rare dans des événements de ce type. Oui, c'est ça donc qui a rendu cet événement un petit peu familial, des pointus du patrimoine. On peut vraiment venir et avoir un panel de ce qu'offre la rade toulonnaise depuis des siècles. Exactement. Donc on a aussi à disposition pour nos partenaires le Fort Saint-Louis. Donc ça permet de montrer tout ce que peut offrir la rade toulonnaise à tous nos partenaires, et grâce à ces partenaires justement on arrive à faire vivre et à offrir à la population toutes ces activités qui sont gratuites derrière. Voilà.
Près de 180 bénévoles. Est-ce que maintenant, c'est peut-être de plus en plus facile de les recruter parce que l'événement devient de plus en plus connu? Alors, c'est Facile, plus... c'est un petit peu. Voilà, le mot est un c'est petit peu toujours parce que, galvaudé. voilà, on a 180 bénévoles et derrière, c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. Enfin, vous voyez, le village, par exemple, on a démarré 2000 le premier jour, 4000 hier. Donc voilà, ça monte crescendo, mais derrière, il y a beaucoup, de plus en plus d'activités. Donc il faut savoir le gérer. Il y a un petit peu de pression, il y a un petit peu, voilà, Et ce que je veux dire, c'est quand vous parlez de cet événement maintenant, que vous approchez des gens pour qu'ils soient bénévoles, tout de suite maintenant ça parle. Voilà, on commence à être connu. Et puis les gens voient que c'est pas élitiste, la voile n'est pas élitiste, donc on essaye de l'ouvrir à tout le monde. Et ces bénévoles, effectivement, eux peuvent aussi aller sur l'eau, puisqu'on a des bénévoles qui font la sécurité du plan d'eau, on a des bénévoles qui sont sur les bateaux de comité de course, on a des bénévoles qui accueillent le public au musée, enfin voilà, un petit peu partout dans toutes ces différentes activités. Certains Toulonnais reviennent d'année en année. Oui, puisqu'on grossit, et donc on a un socle de bénévoles qui revient d'année en année, et puis qui passe chef aussi, puisque maintenant on a un vrai organigramme, et donc on a des managers, voilà. Donc là l'objectif c'est de pouvoir grossir, mais pour grossir, il faut qu'on s'appuie sur des personnes, sur un petit groupe, pour pouvoir monter en compétences. Et du côté des visiteurs, d'où vient le public finalement qui veut observer ces bateaux, qui veut participer aux animations? De tout le département, ça c'est sûr. On a pas mal de monde de Marseille aussi, qui viennent de Marseille, et puis de l'est de la région. Donc là, on draine vraiment énormément de monde, puisqu'on va être à plusieurs dizaines de milliers de personnes qui seront venues pour voir cet événement. Donc oui, ça commence à devenir un événement assez important. On a fait tout à l'heure un petit tour historique des bateaux, mais maintenant c'est un secteur qui est aussi bouleversé par les nouvelles technologies. Comment vous avez inclus ça, vous? Alors, donc les 12 Medji sont initialement des bateaux de l'America's Cup. L'America's Cup a toujours été une terre d'innovation. Donc on s'est dit comment on pourrait mettre en avant l'innovation dans ce monde un peu classique. Et donc on essaye là cette année, on va mettre en place une régate de drones, une régate spécifique sur les drones. Justement, c'est en train de se préparer, on va s'approcher. Comment on met en place cette régate spécifique de drones? On doit avoir de nouveaux outils peut-être? Alors voilà, donc ça fait plusieurs années que on essayait de mettre ça en place. Donc il a fallu trouver des écoles partenaires et des organismes qui ont pu ces petits modèles, nous aider. Je vous coupe, on passe devant. C'est des petites maquettes, c'est ça, ça c'est pour les démonstrations des baptêmes nautiques. Là, ce sont des vrais voiliers radiocommandés. Donc là, il y a les radiocommandes qui vont avec, donc ce ne sont pas des drones. On pourrait les droniser, mais ceux-là ne sont pas des drones, donc ça va être utilisé dans le cadre des baptêmes nautiques. Parce qu'on se sert de ces petites maquettes. Exactement. Donc on va rentrer dans le bâtiment. Et là, on passe au drone. Voilà, exactement. Donc là, on va passer ici sur ces bateaux qui sont des focus. Donc on a des cartes électroniques à l'intérieur. C'est ça vraiment qui pilote le système. On va venir ici. Donc on a des cartes électroniques donc à l'intérieur, et c'est ça qui pilote le système. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé la ligne de départ, on n'a plus la main sur le bateau. On peut la reprendre, mais on a des pénalités. C'est-à-dire qu'on a fait des règlements de course spécifiques, et donc à chaque fois qu'on reprend la télécommande, on a un tour de pénalité. C'est comme au biathlon. Comme au biathlon. Voilà, exactement pareil. Donc là, vous avez des étudiants, étudiants de l'ENSET, des étudiants de l'IPSA. Donc on a des étudiants qui viennent de toute la France. On a besoin de s'appuyer sur eux. Voilà, exactement. Donc qui viennent de Toulouse, de Paris, de Troyes. Voilà. Et donc là, vous avez tout un environnement qui grouille, puisque donc il faut insérer ces cartes électroniques dans les bateaux, et donc tout va être piloté par intelligence artificielle derrière. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de faire monter en compétence donc l'automatisation. L'objectif étant dans 5 ans à peu près d'avoir des tacticiens virtuels pour notamment l'America's Cup. Aujourd'hui, il faut savoir que l'intelligence artificielle sur les bateaux sert à gérer l'hydraulique, peut gérer, si vous voulez, les foils, les voiles, mais ça ne gère pas la tactique. La tactique est toujours gérée par une personne. Exactement. Et donc savoir s'il faut virer 2 secondes avant ou 2 secondes après, ça c'est pas fait. Donc c'est fait sur des parcours beaucoup plus longs. Il y a des logiciels qui existent sur des parcours beaucoup plus longs, mais sur des régates aussi courtes qui durent quelques minutes,
Ça n'existe pas. Et donc, ces étudiants sont en train de mettre en place donc des systèmes qui vont s'adapter en permanence. Donc, on va injecter les règles de régate dans l'IA. Et après, donc, les règles sont différentes si on est proche d'une bouée ou dans les procédures de départ, Qu'est-ce qui change etc. beaucoup par rapport à une course classique? Alors, c'est une course classique, mais l'humain n'a aucune interaction. Tout est Et programmé au niveau à des l'avance. règles, vous avez dû changer des choses, vous nous Donc l'avez dit. là, pour l'instant, oui. C'est-à-dire que la première régate, donc il y a 3 régates. La première régate, on ne change rien. C'est-à-dire que c'est une régate réelle, on applique les règles de course. Et là, vu que c'est la première année, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui terminent dans les règles, on va dire. Et par contre, les deuxième et troisième, là, ça a été mis en place spécifiquement pour les étudiants. Donc là, on n'est plus sur des gaming. Ils peuvent rajouter des options. Ils peuvent reprendre les radios télécommandes. Voilà. Et ils peuvent avoir des options où on peut avoir des bateaux qui se cognent. On peut avoir plein de choses là, qui vont se dérouler. Et donc là, c'est pour attirer les étudiants, pour justement faire fonctionner cette première régate qui, elle, est beaucoup plus, pour l'instant, théorique pour eux. C'est quand même un vrai terrain de jeu. Là, on est à la toute fin de l'installation. Combien de temps il faut pour mettre en place ce modèle, par exemple? Oula, c'est comme le fût du canon, un certain temps. Voilà, ça dépend des équipes, ça dépend. Donc on en retrouve tout. Hein. Donc il y a de la robotique, il y a de l'informatique, de l'électronique. Il y a énormément d'activités qui sont concernées. Donc ça peut aller de quelques semaines à quelques mois. Est-ce qu'on vous parle spécifiquement de cet aspect lié à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent peut-être que pour ça? Oui. D'ailleurs, notre partenaire, donc Destinus, lui, est là que pour ça, que pour l'IA. Ils viennent de racheter une société basée dans l'IA en Suisse. Et donc, ils sont là pour pouvoir recruter des gens dans l'IA. Voilà. Donc, c'est un domaine qui explose et qu'on va pouvoir exploiter au fil de l'eau et puis en profiter et faire en profiter justement ce sport spécifique de la voile. Justement, comment c'est accueilli dans ce sport? Ça peut parfois un petit peu bouleverser, faire peur, ces nouvelles technologies. C'est un sport où l'électronique permet d'être meilleur. Donc il y a toujours eu de la programmation, il y a toujours eu de l'électronique. Avant, c'était uniquement des cadrans pour avoir le vent, des cadrans pour afficher les polaires, c'est-à-dire les meilleures vitesses en fonction de l'angle du vent en temps réel. Maintenant, on est passé à un stade au-dessus où là, on a encore plus d'automatisation. Mais dans la technologie, il faut être bon partout. Il faut savoir qu'à America's Cup, dans les années 70, il fallait que le bateau soit construit entièrement dans le pays. Donc en 70, quand le baron Bic a décidé de faire l'America's Cup, il a acheté une menuiserie à Pontarlier. Pourquoi Pontarlier, qui n'est pas du tout au bord de l'eau? Parce qu'il a utilisé des architectes suisses. Et donc ils étaient juste à côté. Ils ont créé une voilerie, donc tout a été créé en France. C'était l'objectif. C'est encore possible aujourd'hui de tout créer en aujourd'hui, France? non, c'est beaucoup plus difficile, notamment là, vu les composants électroniques. Hein, donc on n'a pas tout en France. Donc cette règle-là est partie. Mais pour vous dire qu'on est toujours à la recherche de la technologie de pointe, tout le temps. Et donc là, en ce moment, l'IA permet au sport d'avancer le plus rapidement possible. Donc on avait les ultimes qui étaient là et donc ces jours derniers. Donc là, ils nous ont fait des pointes à 49 nœuds. Vous voyez, on ne fait pas 49 nœuds sans être au top de la technologie. C'est pas possible. C'est pas possible, en effet. Voilà. Vous allez commenter Oui. ces courses. Comment on se prépare par rapport à une course classique? Par rapport à une course classique, déjà, il faut montrer au public ce qu'est une course, parce que beaucoup ne savent pas comment ça fonctionne. Donc on va expliquer le fonctionnement, on va expliquer pourquoi on l'a fait, et on va commenter au fil de l'eau tout ce qui se passe, pourquoi le bateau vire, pourquoi il est en panne. Ces termes-là, déjà, il y a beaucoup de monde qui ne les connaît pas. Donc on va essayer d'expliquer tout ça au grand public, et pourquoi on le fait, pourquoi on va monter en compétence au fil de l'eau. Et après, vous, sur les termes techniques, il y a peut-être beaucoup de choses qui changent quand même. Alors, non, là-dessus, ce sont toujours les mêmes termes techniques. Pour le vocabulaire bateau, mais voilà. pour expliquer comment le drone a fait telle ou telle chose. Alors, pour tout vous dire, j'ai cherché un speaker qui soit un peu dynamique, qui connaisse à la fois la voile, à la fois la technologie. Denrées rares. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc là, on va essayer de faire ce qu'on peut. Effectivement, là, ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet. Pour le lancer, pour trouver des sponsors, pour trouver des écoles, pour trouver tout ça. Donc là, qu'est-ce qui est plus difficile à trouver, à part le speaker?
C'est effectivement alors il faut s'y prendre en amont, parce qu'il faut beaucoup de temps. Et donc là, on va lancer l'édition 2027, aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de trouver des écoles et des entreprises qui sont intéressées par ce type de Ce challenge. format aussi. Exactement. Et donc là, on va chercher des entreprises et une école, pour qu'il y ait des alliances entre les deux, et pour pouvoir l'année prochaine avoir plus de bateaux, et qu'on ait vraiment entreprise-école. Merci beaucoup pour ce tour Je vous en d'horizon, Xavier. Moi, je vais vous laisser. On va tout de suite prendre la direction. Alors là, on a parlé des nouvelles technologies, mais on va aller vraiment au cœur du patrimoine avec les pointus. Suivez-moi. Les voici donc les fameux pointus, c'est la partie patrimoine de cette émission et pour en parler on va retrouver la représentante de la Fondation du patrimoine dans le Var, Marine Henry, bonjour. Bonjour, c'est un Justement, plaisir de vous accueillir derrière là. nous on voit justement les propriétaires, les associations qui s'affairent pour préparer leurs pointus, c'est vraiment une part de l'identité varoise. Tout à fait, c'est quelque chose qui est absolument typique de notre département, on va dire de la région, mais comme on était un petit peu quand même tendancieux, on va dire vraiment dans le Var, le pointu c'est sacré. La Fondation du patrimoine s'y intéresse bien sûr, pourquoi ? La Fondation du patrimoine, elle est connue comme une association de droit privé créée il y a exactement 30 ans, on célèbre le trentenaire, et qui va principalement soutenir des restaurations de bâtiments emblématiques ou non, de petits bâtiments, de petits patrimoines rural également. Parce que justement, quand on pense patrimoine, oui, on pense à ces vieilles bâtisses qu'il faut Exactement. restaurer, mais on ne pense pas forcément au bateau. Alors, on ne pense pas forcément aux bateaux, on ne pense pas non plus aux espaces naturels dont nous soutenons également la sauvegarde. Donc, il faut savoir que la vocation de la Fondation du patrimoine, c'est le bâti, ce sont les espaces naturels et c'est ce qu'on appelle les biens mobiliers. Les biens mobiliers, ce sont des œuvres d'art, ça peut être un violon superbe, ça peut être des bateaux, d'autres moyens de transport, des avions, etc. Aujourd'hui, nous sommes invités à cette régatta et actifs particulièrement sur les pointus. On a voulu les mettre à l'honneur, donc il va y avoir un prix du plus beau pointu et puis des prix autour, bien sûr. Alors, quel est le critère pour avoir le plus beau pointu ? Là, le jury s'est réuni, un jury très très varié qui va d'un pêcheur enseignant à un représentant des affaires maritimes de la mairie, en passant par le musée de la marine. Enfin, c'est quelque chose qui est assez éclectique et volontairement, puisqu'il faut un peu représenter tout le monde. Et aussi, bien sûr, un représentant des associations de pointus. Les critères que nous avons choisis, parce que c'est toujours un peu subjectif, bien sûr, tout ce qui est esthétique, forcément. On parle de la beauté, de la ligne, on parle des couleurs, est-ce qu'elles sont vraiment flamboyantes ? Oui, ces couleurs qui sont vraiment caractéristiques de ces petits bateaux. Caractéristiques, tout à fait, et c'est très très important qu'elles comportent leurs belles couleurs. On parle également de leur histoire. L'histoire, c'est important. Forcément, comme devant toutes les œuvres d'art. Je vous invite à avancer un petit peu là. La météo commence à le vent commence à se lever. Comme dans toutes les œuvres d'art, on va parler de l'émotion que suscite la vue de ce pointu. Qu'est-ce que ça rappelle ? Ça rappelle des souvenirs d'enfance ? Alors ça rappelle, ça rappelle des souvenirs d'enfance, ça rappelle des images d'Épinal, mais ça rappelle aussi et surtout qu'ils sont bien vivants. Ça rappelle qu'il y a des passionnés, ça rappelle qu'on est surtout devant des humains qui ont envie de faire vivre. Voilà. Et tout ça, c'est autrefois, il y a quelqu'un qui a peint ce bateau. Il l'a peint il y a 100 ans peut-être. Et aujourd'hui, il y a toujours sur le même bateau des gens qui vont encore s'user un peu les mains, les coudes, à gratter, repeindre, remettre en état. Donc une envie de perpétuer une tradition, mais surtout un vrai attachement. Un propriétaire de bateau est amoureux de son bateau. Et c'est tout le travail du jury. Comment expliquer que le jury a choisi celui-ci plutôt qu'un autre ? C'est grâce à l'histoire. C'est grâce à l'histoire. La qualité des gréements aussi, puisqu'on avait des spécialistes avec nous. Ils nous ont enseigné, moi je ne le savais pas, ils nous ont enseigné à reconnaître la qualité des gréements, à reconnaître les matériaux traditionnels, etc., etc. Donc là, il y a combien de participants pour ce concours du plus beau pointu ? Il y a une quinzaine de participants, des pointus qui sont venus de la baie. Alors je crois que la régatta aurait été heureuse d'en accueillir d'autres baies, mais notre quai des pêcheurs a ses limites. Donc il y a une quinzaine de pointus accueillis qui viennent de Saint-Mandrier, qui viennent de la Seine et puis qui viennent tout près
du joli Fort Saint-Louis avec le petit port Saint-Louis à côté. Justement, quand on parle des pointus, qui s'y intéresse? Est-ce que c'est plus les enfants parce qu'ils trouvent ça un petit peu joli avec les couleurs? Est-ce que c'est les familles parce que ça ravive des souvenirs aux anciens aussi? Alors, Qu'est-ce que vous en pensez, vous? je peux observer parce que nous avons fait un prix spécial du public également. Donc nous distribuons aux gens des petits bons qu'ils doivent ensuite aller remettre au stand de la Fondation. Et ce prix spécial du public, eh bien, je pensais que c'était pour les enfants. Donc je me suis adressée aux enfants d'abord. Et en fait, je me suis rendu compte que j'offre le même plaisir et la même Aux joie enfants qu'aux adultes. à des gens qui passent et qui disent oui, oui, on veut voter. Voilà. Donc ce ne sont pas que les enfants, ce sont les adultes qui regardent, qui observent, qui découvrent. Et puis surtout, peut-être qu'en participant à ce prix, eh bien, ils ont envie d'ouvrir encore plus grand leurs yeux pour savoir lequel ils vont vraiment choisir. Par ailleurs, que des pointus soient présents sur cette manifestation, ça les met au rang, dans l'importance pour les Toulonnais, ça les met au rang d'autres impressionnants navires qu'on voit ici. Absolument, absolument. Ça les met complètement au rang de tous ces navires. Peut-être aussi parce qu'ils font un peu plus partie du quotidien du Toulonnais. Des pointus, on en voit maintenant, on les aime, on les bichonne. Et les sorties, j'adorerais en aussi avoir régulièrement. Vous Et lancez un appel? Ils sortent, oui, je lance un appel. Je veux dire, il y a vraiment de l'affectif, quoi. C'est très, très. Et là, c'est une façon de les reconnaître. Il y avait également donc une conservatrice du musée qui était présente parmi nous hier. Et pour moi, le Pointu, c'est un musée vivant. C'est un musée sur l'eau. Un musée que l'on côtoie chaque jour, qui nous accompagne. C'est un musée sur l'eau. Dans les prérogatives de la Fondation du patrimoine, l'aide à la restauration, est-ce qu'il y a d'autres bateaux emblématiques du patrimoine varois? Oui. Alors du patrimoine varois, on a d'autres bateaux là qui vont faire l'objet. Alors c'est pas l'objet aujourd'hui de décerner le prix sur les autres bateaux emblématiques et historiques, mais on va quand même les distinguer parce qu'il y a la Yole, il y a la Vedette, il y a d'autres bateaux qui sont au bout du quai et qui méritent également qu'on s'y arrête et qui sont traités avec le même amour par les associations et les propriétaires. Sinon, nous avons par ailleurs, la Fondation du patrimoine soutient également la restauration de bateaux de course. Et nous avons le bonheur pour l'instant, et Antoine de Gaulle, qui est notre monsieur maritime au sein de la Fondation, s'en occupe particulièrement. Nous avons France 3, superbe bateau de compétition. Un bateau un peu mythique, le France 3. Alors un bateau mythique tout à fait, qui est à Concarneau. Alors il n'est pas chez nous à Toulon, hein. Il est sur un chantier à Concarneau et ce sont nos confrères de Bretagne qui ont lancé cette collecte pour le soutenir. Armel Lecléac, le parrain de France 3, va être là parmi nous demain. Il va être sur le podium que l'on voit dans le village, au cœur du village. Il va nous parler un peu de son amour pour France 3 et pourquoi il en est le parrain. Et puis signer de belles affiches sur France 3 pour ceux du public qui auront envie de les rapporter à leurs enfants ou pour les enfants eux-mêmes qui viendront les chercher ou pour les grands passionnés de voile également. Et ces passionnés peuvent rencontrer donc des spécialistes, des professionnels, des sportifs aussi. Merci beaucoup, voilà. Marine Henry. On va retrouver tout de suite pas des spécialistes du pointu, mais si, quoique, parce qu'en fait ce sont plutôt des amoureux, c'est le terme plus exact, parce qu'il s'agit d'une association. Voilà, je crois que vous allons les voir tout de suite. Nous avons pu monter à bord d'un de ces fameux pointus. On est avec Gérald, d'association Pointu et Patrimoine de Saint-Mandrier. Prenez le micro pour nous parler, Gérald. Ce sera plus simple, on vous entendra mieux. Votre association, créée en 2004, l'objectif c'était quoi? C'était justement de remettre ces bateaux sur le devant de la scène? Non. Au départ, c'était pour nos anciens. C'est-à-dire que nos anciens à Saint-Mandrier, à l'époque, en 2004, à l'époque, c'est un bien grand mot, mais ils ne gardaient plus leur bateau. Pourquoi? Parce que les places au port devenaient de plus en plus chères. Donc, ce qu'ils faisaient, ils enlevaient le moteur du bateau, ils cassaient le bateau, et puis c'était fini. Et on perdait comme ça tous les pointus, notre patrimoine d'ailleurs, puisqu'on est quand même tous issus des familles de pêcheurs, pour beaucoup. Et donc, on ne voulait pas laisser partir ça comme ça, quoi. Et finalement, petit à petit, de 2004 à aujourd'hui, 2026, nous sommes passés de 3 pointus qui restaient, on est à 30 pour l'instant. 30 pointus qu'on a 30 pointus dans le port. Donc dans l'association. Dans l'association. Très bien. Là,
pour ceux qui ne connaîtraient pas encore les pointus, c'est difficile quand on est dans le Var. En 3 mots, comment on définit un pointu? Ben, le pointu, en fin de compte, le mot pointu, il vient des Bretons. Parce que les marins bretons, pendant la dernière guerre, là, sur les bateaux qui étaient voilà, quoi, hein, des marins quoi, aussi. C'était la première fois qu'ils voyaient un bateau avec une pointue devant, pointue derrière. Donc j'ai dit, oh là, c'est des pointus, c'est des pointus, c'est des pointus. Et c'est resté des pointus. Voilà. Ce sont des bateaux qui sont faits, le 3/4 de tous les pointus qu'on a, ça a été fait par des chantiers italiens à l'époque, les années 1860, 1870, quand ils ont migré vers nous, enfin, puisque, pas vers nous, moi c'est moi qui aussi qui suis venu. Quoi. Je veux dire par là que c'est eux qui ont fait ces bateaux. Parce qu'à l'époque, il y avait le bateau toulonnais qui n'était pas exactement comme ça. Ah non, ça n'avait rien à voir. Ça, c'est des bateaux qui tiennent la mer. Après, les autres, je les ai jamais, je m'en suis vraiment jamais servi. Oui. Voilà. Et donc, à partir de là, les Italiens, tout le long. À Toulon, vous aviez des charpentiers de marine énormes. Quoi. C'était voilà, quoi. Donc, finalement, le pointu, par lui-même, je reviens au pointu, c'est un bateau qui a nourri nos familles, qui a, qui est très important pour nous. Oui, on a compris que c'était surtout une attache sentimentale. Sentimentale, oui, bien sûr. Et donc à partir de là, comme je vous dis, pour l'association, on a fait le maximum pendant nos 23 ans pour pouvoir récupérer. Là, il y en a un bon petit paquet, on va dire, mais tout le reste est resté au port de Saint-Mandrier. Justement, votre association, elle est là aussi pour les réparer, les remettre en état. Comment on entretient un pointu? C'est l'entretien d'un pointu, c'est assez compliqué. Beaucoup de gens achètent un pointu, mais ils n'ont pas ils ne savent pas l'entretien que c'est. C'est un entretien, il faut le sortir tous les ans. Vous voyez là, juste en face, à la coque, il y a plein de trucs. C'est tout à nettoyer. Tout ça est à nettoyer. Il faut nettoyer refaire régulièrement. Les peintures. Voilà. Pour ne pas avoir trop de boulot, ce qui serait bien, c'est de le sortir tous les 6 mois. Mais on n'a jamais le temps, il y a toujours quelque chose. Donc à partir de là, bon voilà quoi. Mais il faut quand même savoir que c'est un entretien très régulier. Voilà, il faut connaître, hein, tout ça, ça a été fait, c'est nous qui avons tout fait. Le calfatage, tout ce qui va avec. Quoi. C'est des bateaux mais à l'ancienne. Hein. En bois, c'est un peu plus fragile aussi? Non. Ça nécessite pas un entretien particulier? Si. Bon, lequel alors? Alors, tous les ans, il faut le reposer et remettre notre fameux produit dessus. Quoi, hein. Et c'est du travail. Là, actuellement, vous voyez, le mien de bateau, il est toujours au carénage. Il fait 7 mètres de long, c'est un Rio Polo. Il est de 1929. Donc, c'est un grand-père, il faut le ménager. Il faut bien s'occuper de lui. Exactement. Donc, je n'ai pas pu le prendre pour être ici. Quoi, hein. Mais un pointu, quand vous êtes en mer, ça n'a rien à voir avec tout ce qui passe là, tous ces gros bateaux. C'est authentique. C'est authentique et puis c'est un art de vivre. Alors c'est quoi l'art de vivre du pointu? On part avec le pointu, on ne fera pas du 25 nœuds ou 30 nœuds, mais ça nous permet de se retrouver entre nous. Par exemple, pour le mois d'août, pour le feu d'artifice, on sort tous avec le pointu. On le voit à bord du pointu. Voilà, et on est collés les uns contre les autres. Voilà quoi. Et tac. Et il y a l'apéritif, bien entendu. C'est une grande famille finalement. Oui. Parce qu'on est tous plus ou moins originaires du village. Hein. On fait partie des plus vieilles familles du village. Donc il y a le village Saint-Mandrier, il y a des pointus dans d'autres ports également. À Saint-Mandrier, quand les passants s'arrêtent en famille, qui est émerveillé? Les adultes, les enfants, tout le monde? Tous, puisque des fois, quand moi j'ai eu le truc de reprendre un bateau qui avait subi pas mal de trucs, quoi. Et il était sur la cale à Saint-Mandrier, la pierre froide, on appelle ça. Sur la pierre froide. Et les gens qui passaient, ouais, qu'est-ce que vous faites? Ah ouais, je refais le bateau, parce que j'ai refait le bateau complètement. Donc voilà quoi, c'est un plaisir. Et c'est un plaisir aussi de leur expliquer les choses. Parce que si on ne transmet pas, voilà. Parce que moi j'ai navigué pendant 38 ans, je travaillais au bord des câbliers à la Seine-sur-Mer.
les anciens ne partageaient pas. Hein. Ils partageaient rien. Quand ils vous voyaient arriver, hop, ils mettaient un chiffon sur le feu ou autre chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé dans les nouvelles oui, générations. Les nouvelles générations, tout a changé là-dessus, quoi. Mais non, c'est... comment dire nous, c'est pour nous, quoi. Mon petit-fils, j'ai mon petit-fils, il a 8 ans, il barre derrière. Une histoire familiale, donc. On y apprend un peu le provençal. Voilà, quoi, il y a plein de trucs, quoi, qui se font. Et, moi, je trouve que Saint-Mandrier, c'est quand même un joli petit village. On a gardé, nous, notre culture. Vos traditions aussi. Voilà, nos traditions, puisque... On va devoir vous laisser, Gérald, il faut qu'on passe à l'activité suivante. On reste toujours sur l'eau. Bon. On va faire de l'aviron et de la pirogue polynésienne. Suivez-nous. On l'a dit, un événement familial, accessible à tous. On va d'ailleurs vous présenter des activités que vous pouvez faire toute l'année. Par exemple, l'aviron. Bonjour. Bonjour. Ah, vous avez sorti le micro au bon moment, je vois. Toujours prêt comme en aviron. Alors, nous sommes toujours prêts, surtout pour être présents sur une manifestation qui met en valeur les sports nautiques, notamment l'aviron de mer, pour lequel nous avons mis en place un stand avec une initiation pour des débutants, toutes les personnes qui seraient intéressées, de tout niveau et de tout âge. Alors, être sur un événement comme Toulon-Provence Regatta, qu'est-ce que ça vous apporte avant tout? De la visibilité? Énormément de visibilité, de participer à un projet commun aussi, une dynamique, et puis de faire en sorte que des personnes qui ne connaissent pas l'aviron, parce que nous sommes situés sur le quai des pêcheurs et non pas sur les plages du Morillon. Un peu plus excentré, on dirait. Exactement. Donc ça permet à des gens qui ne vous connaissent pas de vous découvrir. Depuis le début de Toulon-Provence Regatta, il y a des gens qui sont venus vous poser des questions, s'inscrire éventuellement? Alors oui, il y a déjà une vingtaine d'inscriptions. Il y a une petite file d'attente, on va dire, puisque quand même toutes les stands, que ce soit les autres sports nautiques, ont fait la même démarche. Et donc on propose des initiations sur des bateaux écoles. Des bateaux écoles donc pour faire ces initiations. Par contre, être dans cet événement, ça veut dire qu'on est vraiment inscrit dans le paysage nautique toulonnais depuis les années 80 d'ailleurs. Alors l'aviron, il est présent à Toulon depuis 80 ans. L'aviron, c'est un sport nautique. C'est un sport qui utilise la force musculaire. Et donc être présent sur la régata signifie beaucoup pour nous, puisque nous sommes inclus dans une démarche collective visant à mettre les sports nautiques en valeur. Et surtout sur le front de mer. Et vous trouvez que ces dernières années, ici, c'est vraiment quelque chose de mis en valeur, justement? Alors ça commence à le devenir. De base, un Toulonnais, la mer, c'est pas quelque chose de naturel, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et de plus en plus, on va dire, la société se tourne vers les sports nautiques, les professions de la mer et aussi les loisirs liés à la mer. Bon, quelles sont les qualités pour venir prétendre à faire de l'aviron? Alors, les qualités, il faut de la coordination, il faut de l'équilibre, il faut savoir nager, ça c'est une obligation. Et il faut surtout prendre du plaisir à être sur l'eau. Prendre du plaisir à être sur l'eau, mais c'est quand même différent de quand on nage, de quand on fait de la plaisance. Voilà, c'est vraiment une activité très sportive. Hein. Alors, c'est une pratique sportive qui met en place, on va dire, 99% des muscles du corps. Quel est le pourcentage restant? Derrière les oreilles. Derrière les oreilles, voilà, tout à fait. En plus, on est dos à la marche, donc c'est un sport qui est atypique, mais à partir du moment où on commence à le maîtriser, il faut 2-3 mois, il y a un plaisir. 2-3 mois, à raison de combien d'entraînements par semaine? Alors moi, je conseille toujours entre 2 et 3 entraînements par semaine. Au plus, vous mettrez du temps à apprendre, au plus, ça sera difficile. D'autant plus que nous sommes liés aux conditions météo. Il ne faut pas trop de vent, pas trop de vagues pour apprendre. Bon, pour l'instant, on a de la chance aujourd'hui. Justement, il faut être musclé, on l'a dit. On va voir justement, vous avez installé un rameur. C'est un petit peu le même qu'en salle de sport, c'est ça? Alors c'est exactement le même. C'est une marque qui soutient la dynamique aviron, c'est Concept 2. Ça reproduit le mouvement sans les paramètres d'équilibre et sans les paramètres de direction. On a complètement la biomécanique qui est mise en mouvement avec un disque à inertie, une poignée et un cale-pied avec une coulisse sur roulette. C'est un entraînement vraiment que vous recommandez à vos inscrits? Alors complètement, c'est au début, ça peut être l'école, on va dire, pour vérifier si les personnes qui commencent à venir ont une coordination suffisante. Et c'est aussi une discipline à part entière dans l'aviron, puisqu'on appelle ça les championnats indoor, qui se placent dans un gymnase. On a participé cette année, le club a participé au championnat de France, au championnat du monde connecté. C'est une discipline qui se développe depuis maintenant 5-6 ans.
Donc, il y a encore des changements dans ce sport, des évolutions. Là, la posture de base, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez un petit peu nous commenter ce qui se passe? Alors, on part du début, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle la prise d'eau, bras tendus, jambes pliées, dos légèrement incliné vers l'avant. On pousse sur les jambes, on ouvre le buste et on tire avec les bras. L'aviron, la pratique de l'aviron, la poussée des jambes est essentielle. Ce n'est pas en basculant le dos, c'est-à-dire on peut se faire très mal et on perd aussi en puissance. Donc il faut également une coordination. Je dirais que c'est comme un danseur. Il ne faut pas que ça apparaisse comme étant un effort, mais il faut que ça puisse être efficace. Efficace et aussi prendre du plaisir. On va devoir vous laisser passer à un autre sport nautique. Je vous récupère le micro pour aller voir tout de suite les pirogues polynésiennes. Merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps avec nous. On va retrouver tout de suite Cyril. Je vous donne le micro. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord cette activité des pirogues polynésiennes? Alors d'abord Yorana, ça veut dire que bonjour en thaïsien. Bonjour. Donc bienvenue ici sur cette plage du Mourion. Oui, en effet, ici nous avons une pirogue polynésienne qui est capable d'accueillir sur cette embarcation 6 personnes. Donc on a la chance aujourd'hui de pouvoir proposer une activité gratuite pour le public. Donc merci à l'organisation de la régata. Donc nous avons ici le camp principal. On a un bras de liaison et puis nous avons sur la côte ce qu'on appelle le flotteur qui maintient la stabilité de la pirogue. Parce que quand on pense sport sur l'eau, on pense aviron, on pense kayak. Mais est-ce que maintenant à Toulon, on a de plus en plus le réflexe de penser pirogue polynésienne? Oui, tout à fait, parce que la pirogue existe depuis une vingtaine d'années sur les plages du Mourion. Donc on est installé à Lons-Tabarly et le Toulonnais propre connaît très très bien ce sport parce que nous avons su développer bien sûr sur le territoire toulonnais et aussi dans les environs sur tout le territoire varois. Bon alors comment on s'équipe pour cette pirogue? On va pouvoir monter, mais il faut qu'on s'équipe avant. Oui, tout à fait. Donc on a des gilets le gilet de sauvetage très important. Qui est important, une pagaie. C'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Alors, est-ce qu'il faut que j'enlève ma veste ou je peux la garder? Non, tu peux la garder. Allez, tu peux la garder, donc c'est pour... voilà. Vous me conseillez d'enlever, vous? Alors, je vais donner mon micro. Conseil d'enlever. On enlève la veste. Sinon, vous serez un petit peu chaud. moins habillé que moi si vous testez cette activité a priori. On enfile voilà, Tony va à t'équiper. gauche ou à gauche à droite. Avec le gilet. C'est la même chose. Les cheveux, attention. Hop là. Ensuite, on attache. Ah, il faut un petit peu plus de mou. Ils ont globalement l'habitude, les gens qui viennent vous voir, de pratiquer des sports nautiques, ils savent un petit peu comment on s'équipe? Oui, bien sûr. Donc, en tout cas, l'accès à l'eau est d'abord... Trompé de taille. Voilà. D'abord, obligatoirement avoir une certaine sécurité. Donc, le gilet fait partie justement de ce matériel-là. Et puis après, on a la pagaie qui permet justement de faire avancer le bateau. Et puis après, ainsi de suite. On passe par-dessus. Ah, j'ai un autre format, vous voyez. Comme ça. Je vous laisse attacher, merci beaucoup. Donc vous disiez aussi la pagaie, on est combien sur une pirogue polynésienne? Alors sur celle d'embarcation, vous êtes 6. Donc en pirogue polynésienne, il y a des embarcations qui peuvent regrouper jusqu'à... Le plus gros, c'est des V16. Il y a 16 personnes dessus, donc c'est des pirogues montées en catamaran. On a des V3 et on a bien sûr la monoplace. Moi, je vais récupérer le micro pour pouvoir monter à bord. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour parler avec vous, un petit peu pour clôturer? Donc là, il faut que je me positionne où? Moi, je m'excuse pour les téléspectateurs, je me suis mise pieds nus pour monter dans la pirogue. On va t'installer donc sur une pirogue. Oui. Donc voilà. Donc tu vas t'installer à la 4e place. Je range la pagaie d'abord. On met à l'eau la V6. Attends. On met à l'eau la V6. Ouais, c'est en direct. Il faut que j'avance encore. On va. Je crois que je vais pas réussir à sauver mon pantalon. Voilà. Vas-y. Je prends ton micro. Tu vas embarquer d'abord. Voilà. D'abord, tu poses tes fesses à l'intérieur. Avant de mettre les jambes? Voilà, avant de mettre les jambes. Voilà. Alors, quand on est grand, c'est pas évident. Voilà. Comme ça, une jambe. Voilà, une jambe. Et puis l'autre. Et puis l'autre. Je vais récupérer pour qu'on puisse m'entendre. Merci beaucoup. Je te donne la pagaie. La pagaie. Et Tony va t'expliquer. Elle me gêne pas. Merci beaucoup. Tony va t'expliquer comment il faut naviguer. Rapidement, comme ça après on peut clôturer cette émission. Quand vous allez ramer, les bras tendus. Bras tendus. Mais vous allez entendre un petit cri qui va s'appeler yep. Il faut changer de côté. Je vais tenter de suivre le film. Mais il n'y a pas de souci. Vous suivez la personne qui est devant vous. Je suis la personne qui est devant moi. On vous laisse sur cette séquence. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée aux coulisses de Toulon Provence Regatta. Vous pouvez profiter de l'événement jusqu'à dimanche 18h.